Parents Live, la vie de famille en direct. Vous avez envie de partager votre expérience de parents, grands-parents, beaux-parents, enfants ou ados sur un sujet qui vous tient à cœur, racontez-vous. Sur Parents Live, on parle de la vie de famille, la vraie, celle qui tâche, qui fait du bruit, qui empêche de dormir ou qui claque les portes. Rejoignez le direct Parents Live tous les deuxièmes mercredis du mois sur News FM. Retrouvez les podcasts et l'ensemble des vidéos créées dans le cadre du projet Parents Live sur parentslive.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Confinement oblige, on expérimente un live presque 100% numérique aujourd'hui. On entendra 7 invités au téléphone, en visio ou dans des témoignages enregistrés en amont de l'émission. Binge à la technique, moi-même Grégo à l'antenne et Flo à l'animation. Bonjour Flo. Salut Greg. Ça va ? Ouais, ça va. Bien content de te retrouver, je n'étais pas là le mois dernier. Ouais, tu nous as abandonnés. C'était dur, c'était super dur. C'est dur, tu t'en es bien sorti, je crois, c'est bon. On a fait au mieux. On a fait au mieux, ouais. Alors, Parents Live, c'est un dispositif, on le rappelle, qui reçoit le soutien de la CAF, de l'Isère, et qui a vocation à créer avec les parents et les enfants des vidéos et podcasts mettant en valeur l'expérience à la fois unique et universelle de la vie de famille pour partager, rire, réfléchir ensemble. Ce projet est porté depuis 2017 par l'association La Petite Poussée, qui valorise via la vidéo les engagements citoyens sur l'agglomération grenobloise. Ouais, on est vraiment ravis de pouvoir maintenir le direct et de donner la parole aux pères pour cette 9e émission. On est content. On va pouvoir entendre 7 papas qui vont livrer leur vécu, leur expérience sur concilier vie pro, vie perso, vie familiale, la façon dont ils se construisent et se transforment en tant que parents, leur lien avec les pros, les soignants notamment, et enfin pourquoi et avec qui ils parlent ou pas de parentalité et d'éducation. Tous les pères que l'on va entendre sont en couple avec la mère de leurs enfants. Ils ne sont donc pas représentatifs de tous les pères. Papa solo ou en garde alternée, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter pour compléter ces témoignages. Et il arrive en fait que les thématiques de l'émission se soient en lien avec l'actualité. C'est vraiment le cas pour cette thématique-là. On l'a vu cette année, ça a été propice aux évolutions, aux clashs, aux crises. Il y a eu plein de changements. Et notamment le premier confinement qui a induit des changements d'équilibre dans les familles. Et la question du rôle des pères qui a vraiment été centrale dans les débats à l'Assemblée nationale en octobre pour le vote sur l'allongement du congé paternité deuxième parent. Et en parallèle de ça, il y a un rapport qui s'appelle la Commission des 1000 jours, qui est présidé par Boris Cyrulnik et qui est neuropsychiatre, qui a rendu ses conclusions en septembre 2020, donc cette année, il n'y a pas longtemps. Et ce rapport, il a vocation à favoriser l'égalité des chances chez les enfants dès le plus jeune âge, et même dès la grossesse. Donc il s'est vraiment intéressé à qu'est-ce qui se passe dans une famille et qui permet de favoriser le développement d'un enfant. Et eux, ils ont souligné vraiment très fortement les impacts positifs sur le développement de l'enfant de la présence précoce, suffisante et durable du deuxième parent. Et donc selon ce rapport, cela permet vraiment de lutter contre les préjugés sociaux et les inégalités de genre. Donc vaste programme et place au deuxième parent, place au papa. Nous, chez Parents Live, en fait, ça fait un petit moment qu'on s'intéresse au vécu des pères, notamment à travers la série de témoignages qui s'appelle Être père, être mère et qui est disponible sur le site parentslive.fr. Ces petites vidéos, elles invitent à s'interroger sur la façon dont on construit sa place et son rôle de parent. Donc on vous invite à aller voir tout ça sur le site. Exactement. Justement, parentslive.fr avec un S, parent d'ailleurs. En collaboration avec la photographe et vidéaste Magali Laroche, on va vous parler d'une exposition. Parents Live a souhaité se pencher plus précisément sur le vécu des pères et a réalisé une exposition photo et vidéo itinérante et participative. Alors on va sûrement justement passer tout de suite à Magali qui nous explique pourquoi elle a souhaité donner la parole aux pères, les objectifs de l'exposition et ce qu'elle a appris de ces rencontres. Alors le projet concernant la place des pères, il est né de discussions informelles avec des papas, notamment concernant cette sensation de devoir prouver leurs compétences de père. Ils ont l'impression qu'à l'inverse des mamans, pour qui le lien et le rôle de mère semblent quasi immédiats et naturels, du moins dans la représentation collective, eux, ils ont eu un petit peu plus de mal à trouver cette place et ils ont eu l'impression de devoir la prouver, la gagner. Et moi, j'ai trouvé ça dur et assez injuste quelque part. Du coup, avec Parents Live, on a eu envie d'investiguer un petit peu plus. Donc on a lancé un appel Facebook pour trouver des témoignages de papas tout horizon, afin de recueillir leurs paroles. Et en effet, ce qu'on avait pressenti, c'est bien ressorti. Ce besoin de s'exprimer dans ce sens a été assez fort. Puis bon, l'actualité, l'évolution de la société, ça fait un peu écho à cette expression des papas.
la remise en question du patriarcat. Aux yeux de la société, espèce de représentation des papas qui rentrent du travail, qui sont distants avec les enfants et qui estiment que c'est pas leur rôle de s'en occuper. Aujourd'hui, on est absolument plus là-dedans. Il y a aussi une évolution de la place de la femme, du rôle des mères, de la charge mentale, tout ça. En fait, c'est entré en résonance avec cette volonté des pères d'être tout simplement investis autant que les mères. Mais surtout, être père sans avoir à le revendiquer ni à le prouver. Donc l'objectif de l'exposition photo et des interviews, en fait des témoignages vidéo, c'est surtout l'idée, c'est de faciliter la prise de parole. On s'est dit que les papas qui ont témoigné et qui se sont fait tirer le portrait pouvaient peut-être donner envie aux autres papas de faire la même chose, de pouvoir témoigner aussi et donner leur parole pour qu'elles soient entendues. Enfin, c'est ce qu'on espère et qu'on souhaite à travers cette démarche. Personnellement, ces rencontres m'ont beaucoup apporté sur mon propre positionnement de maman. En fait, moi, quand je suis devenue maman, j'ai eu une espèce de truc irrationnel de pas vouloir lâcher prise, en fait, de vouloir absolument gérer et contrôler tout ce qui concernait mon fils. Comme on veut faire au mieux pour notre enfant, on pense que notre méthode, c'est la bonne. Même si, paradoxalement, on a énormément de doutes sur notre rôle de mère. Et du coup, à pas laisser la place au père de faire les choses, en fait, parce que forcément, je me disais qu'il allait mal faire, donc autant que ce soit moi qui le fasse. Après, évidemment, je me suis détendue là-dessus, j'ai lâché prise, mais toutes ces interviews, ces rencontres et ces témoignages de papa, ça a continué à faire écho à mon fil de pensée. Ça m'a aidé quand même à réfléchir et à prendre un peu plus de recul. Je remercie vraiment les papas qui ont témoigné, qui m'ont fait confiance pour capter leurs paroles et faire leurs portraits. Toutes leurs réflexions et leurs questions, j'ai eu vraiment la sensation que ça participe à une réflexion collective et on espère avec Parents Live que ça va donner envie à d'autres pères de témoigner et de faire part de leur histoire, de leurs avis, de leurs idées et que ça fasse écho aussi à d'autres familles, autant pour les pères mais aussi pour les mamans. Donc cette expo, elle a vocation à vivre à travers toute l'agglo quand on sera revenu à la normale, si un jour on revient à la normale, autant dans les centres sociaux, les MJC, les crèches, les bibliothèques, les institutions spécialisées, en fait dans tous les endroits où il y a des parents qui pourraient prendre la parole. On a tourné une petite vidéo de présentation qui sera relayée sur les réseaux sociaux et on remercie la Cité des familles de Grenoble qui nous a gentiment prêté les locaux pour tourner cette vidéo et les agents aussi qui ont présenté la politique de soutien à la parentalité qui est menée par la CAF. Et cette expo, là, actuellement, elle est accrochée dans les locaux de News FM, donc rue Moiran, à Grenoble. Donc vous en saurez plus grâce à la vidéo qu'on relaiera sur les réseaux sociaux. À présent, on va faire la place belle à nos invités. Donc, on a en ligne avec nous en visio Ludo, qui est beau-père d'une jeune fille de 15 ans et d'un petit garçon de 4 ans. Paul, qui est papa d'une petite fille de 7 ans. Et Pablo, qui a 2 filles de 4 et 7 ans. Donc, avec vous, on va parler de parentalité, de votre rôle de papa. Et le premier thème, c'est comment vous conciliez votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie familiale et votre vie de couple. Pablo, je te laisse commencer sur cette question-là. Oui, donc, bonjour Florence, merci pour l'accueil. Merci à toi d'être là. Participer merci à tous ces échanges avec vous. Donc en fait, moi, sur cette conciliation un peu de ces 3 cercles indispensables à faire résonner, c'est un petit peu particulier parce que j'ai un équilibre où je travaille maintenant à la maison. Avant, c'était plus facile parce que j'allais au bureau et puis tout ce qui était famille et vie perso restait géographiquement à la maison. Et maintenant, comme je suis illustrateur, mon atelier est dans mon domicile. C'est même une pièce du domicile. Donc, ce qui fait que c'est dur de compartimenter déjà entre ce qu'on a envie de faire soi-même dans sa maison et les tâches liées au boulot. Et alors, c'est encore plus difficile quand la famille est présente parce que j'ai tendance personnellement à toujours la faire passer en priorité avant le travail. C'est très dur quand on a ces filles qui sont là de ne pas répondre aux envies, de jouer avec elles et aux sollicitations qu'elles peuvent faire. Donc c'est la famille avant tout, quitte à avoir des coups de bourre au taf et à se dire je bosse le soir ou je m'arrangerai quoi. Oui. Ouais, exactement, ça finit en je profite à fond quand elles sont là, les mercredis, qui sont le classique du mercredi. Quand les enfants sont là, je suis incapable de travailler et je termine à des heures pas possibles le soir, ce qui n'est pas terrible pour la vie de couple non plus. Ouais, c'est vrai que c'est souvent les vases communicants. Si on priorise un, finalement, ça a des conséquences sur l'autre. Ok, voilà, donc très bien, merci pour cette expérience-là. On va écouter maintenant Franck, que j'ai pu enregistrer, lui qui a 2 enfants de 2 et 5 ans et qui a en fait changé de travail à l'arrivée de son premier enfant.
Ouais, c'est un équilibre qui est à la fois choisi et à la fois subi, notamment sur la vie professionnelle qu'il a fallu que j'adapte par rapport à ma vie familiale, parce qu'avant je travaillais en tant qu'éducateur spécialisé avec des enfants qui souffraient du trouble du comportement. Dès mon premier enfant, ça a rapidement été émotionnellement, énergiquement invivable en fait de faire les deux. Donc il a fallu que professionnellement, je choisisse de changer de travail pour adopter un travail qui est plus en lien, en tout cas, avec la vie de famille et un peu plus apaisé. Sur le plan personnel, avec 2 enfants, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas beaucoup de relais, voire même pas de relais du tout. Parce que pour moi, c'est quand même l'essentiel, hein, c'est que les parents soient bien ensemble avant de pouvoir s'occuper de ces enfants correctement. Avec la fatigue, avec tout ce que les parents peuvent connaître, c'est vrai qu'à la longue, parfois, c'est compliqué de se mobiliser, de garder son calme. Donc l'équilibre global, je dirais que ouais, c'est à peu près satisfaisant, mais il y a quand même encore du travail et c'est quand même pas simple tous les jours, quoi. Voilà, pas simple tous les jours, pas simple de tout concilier. Souvent, on fait passer les enfants avant et puis il peut y avoir des frustrations. Des fois, c'est le travail qui passe avant et c'est des frustrations chez le deuxième parent. Donc, c'est vraiment un subtil équilibre à trouver. Maintenant, on va écouter Paul, qui, lui, a fait le choix et a eu la chance de pouvoir prendre un congé parental pendant 1 an et demi à la naissance de sa fille. Et juste par rapport à cette histoire du congé parental, donc ce que je disais, c'est qu'en octobre, l'Assemblée nationale, elle a voté le doublement du congé paternité, du congé deuxième parent. Ce congé-là, c'est pas le congé parental, c'est celui qui permet juste de rester avec sa compagne, avec la mère de son enfant, autour de la naissance. Donc il est passé de 14 à 28 jours, dont 7 jours qui sont obligatoires à prendre au moment de la naissance de l'enfant. Et dans les faits, dans les personnes en fait, qui prennent un congé parental, donc c'est un congé parental qui allonge le congé maternité, le congé paternité, il y a dans ces personnes-là qui en prennent, ça reste rare de prendre un congé parental long, en tout cas comme a fait Paul, il y a 4% qui sont des pères. Et en fait, quand il est pris à temps plein, ce congé parental, il est très mal rémunéré, c'est à peine 400 €. Donc, à part quelques conventions collectives qui vont un peu faciliter la rémunération, c'est pas très incitatif, on va dire. Et du coup, ouais, Paul, tu peux nous expliquer comment vous avez fait ce choix-là et comment toi tu l'as vécu ce congé parental? Alors déjà, je voudrais commencer par dire que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre un congé parental. On a eu cette chance et ce confort de pouvoir en prendre un parce que financièrement, on pouvait se le permettre. C'est vrai, Florence, tu disais que il y a, alors je sais plus quel est le terme, c'est une allocation, voilà, C'est ça. Allocation pour le congé parental qui est vraiment pas énorme. En tout cas, on peut pas vivre avec. Il faut que le partenaire, s'il y a partenaire dans le couple, puisse avoir une rémunération suffisante pour faire vivre la famille. Et nous, c'est cette chance qu'on avait. Et c'est ma compagne qui, quand elle est tombée enceinte, au bout de 4 ou 5 mois, m'a proposé de prendre un congé parental. Parce que on a mis dans la balance après nos 2 salaires et bon, elle m'a battu à plat de couture largement. Voilà, moi j'entendais juste avant le témoignage. Moi j'ai une formation d'éducateur spécialisé, formation initiale, et donc c'est pas avec ce salaire qu'on aurait pu faire vivre la famille si Cécile, ma compagne, s'était arrêtée de travailler. Voilà, donc c'est un choix de famille, c'est un choix personnel, mais c'est un choix qui est dicté aussi par la possibilité de le faire au niveau financier, quoi. Voilà. Et du coup, toi, tu as adhéré rapidement à ça. Comment ça a été reçu dans l'entourage? Est-ce que ça a été facile à assumer? Et puis, quel bilan t'en fais au final? Moi, j'ai adhéré tout de suite. J'ai à peine réfléchi pour qu'on construise un peu et qu'on réfléchisse un peu plus sérieusement à comment est-ce qu'on pouvait mettre ça en place.
Dans mon entourage, ça a été très bien accepté, que ce soit par le cercle familial ou le cercle amical. Je pense aussi parce que moi, je l'assumais complètement et même il y avait une certaine forme de fierté à faire Ouais. ça. Donc peut-être que ça a participé à ce que l'entourage le prenne bien aussi. Voilà, et Florence, tu peux répéter, je ne sais plus dans la liste Dans la discussion. Non, non, mais tu as parlé de la fierté d'avoir pu être pendant 1 an et demi auprès de ta petite fille et de l'avoir vue grandir tous les jours. Et moi, j'avais aussi une petite question pour les auditeurs qui aimeraient se lancer dans l'aventure. Comment toi, tu t'es préparé et quel conseil tu donnerais pour se préparer au mieux justement à être auprès de son enfant plusieurs mois d'affilée comme ça? Je pense qu'une des choses, c'est de pas anticiper ce qui va pouvoir se passer et surtout de ne pas prévoir d'entreprendre des choses qui ne concerneraient pas forcément directement la vie de famille. Ouais. Donc, je pense notamment moi, mon expérience personnelle, c'était de profiter de ce temps que je pouvais avoir peut-être pour moi, en tout cas pendant ce congé parental, pour entreprendre une formation. Voilà. Heureusement que j'avais rien acté parce que en fait ça n'a pas du tout été possible. C'est étonnant. Adèle, Adèle c'est le prénom de ma fille, qui faisait des siestes très courtes. Enfin bon, pendant les journées j'avais pas beaucoup de temps pour moi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas anticiper et prévoir forcément des choses très précises, à part être disponible et être disponible pour son ou ses enfants, quoi. Je vois Pablo qui Voilà. opine. Et après s'adapter selon les situations, hein, s'adapter au rythme, quoi. Hein. Et donc, si le rythme de l'enfant permet de développer des choses ailleurs, à l'extérieur, bah super. Mais bon, peut-être pas les anticiper, quoi. D'accord. Ok, je vois Pablo qui opine du chef, parce que toi aussi, tu as pris un congé parental de 3 mois. Et du coup, ça doit te parler un peu l'expérience de Paul. Oui, effectivement, et je me retrouve dans ce que tu dis, Paul, d'avoir l'impression qu'on va avoir beaucoup de temps et énormément de possibilités. Enfin, je me souviens découvrir le côté complètement imprévisible du fil de la journée où finalement, moi, c'était plus en lâchant, effectivement, et en ne prévoyant rien que j'étais dans la disponibilité où finalement, je me mettais moins de pression au final. Mais c'est dur. Ouais, bah, souvent pour un premier, on a l'impression qu'il va falloir que c'est nous le chef, quoi, qu'il va pas falloir se laisser faire entre guillemets et qu'on va pouvoir driver. Et finalement, avec un nouveau-né, c'est pas le cas, quoi. Ça, c'est sûr. Donc on a pu entendre Paul et Pablo qui ont eu cette chance d'être auprès de leurs enfants dans les premiers mois, voire dans les premières années. Tony, lui, il a un vécu complètement différent parce qu'il est retourné au travail alors que sa compagne était encore à la maternité, en fait. Donc on va écouter lui comment il a vécu ce décalage en fait entre la maman qui était tout le temps à la maison et puis lui qui était au travail et les frustrations que ça a pu engendrer à la fois en tant que parent et puis à la fois dans, dans le couple. On reprend le travail assez vite en tant que papa. Moi, pour ma part, j'ai choisi de retarder les 11 jours calendaires, de pas les prendre tout de suite à la suite de l'accouchement. Donc, j'ai eu droit vraiment qu'aux 3 jours. C'est vrai que après, le retour au travail est assez rude pendant les semaines, voire les mois qui suivent, parce que c'est doublement frustrant en tant que papa de savoir que ton enfant grandit toute la journée sans toi. Et donc on a l'impression effectivement au boulot de pas être à notre place. En plus du coup on n'est pas concentré et du coup on est forcément moins efficace qu'en temps normal. Le soir on rentre, on découvre un enfant qui a appris des nouvelles choses, qui a une nouvelle dent qui a poussé, enfin voilà, qui arrête pas d'évoluer. Et on se dit qu'on a raté plein de choses. Et en plus de ça, il y a la frustration aussi de la maman qui, elle, a l'impression d'être prisonnière avec un enfant qui lui aspire toute son énergie vitale et son temps. Et du coup, voilà, on se retrouve vraiment dans deux extrêmes. Il y aurait certainement des formules plus intelligentes à trouver de manière à mieux répartir
cette charge-là, cette responsabilité-là, mais aussi ce plaisir-là. Et je pense vraiment que tout le monde pourrait s'y retrouver, c'est-à-dire y compris côté des employeurs. J'imagine que pour un employeur, c'est beaucoup plus embêtant d'avoir à faire remplacer une maman pendant plusieurs mois, plutôt que de la remplacer simplement pendant quelques semaines et ensuite de l'avoir en congé partiel plus tôt, on va dire, après l'accouchement. Et puis du côté du papa aussi, je pense qu'un congé entre guillemets partiel permettrait au papa de se consacrer complètement dans leur travail plusieurs heures par jour, voire même la journée complète, tout en sachant que derrière il y a une alternance et du coup passer du temps aussi avec son enfant. Donc les questions que Tony là il pose, elles sont hyper pertinentes et en fait la France on est encore vraiment à la traîne contrairement à d'autres pays qui favorisent vraiment un congé correctement rémunéré pour chacun des parents. Et là, on voit aussi que les entreprises, elles ont beaucoup à gagner à reconnaître la parentalité comme une richesse et pas comme un frein. Et que, en fait, prendre en compte la vie familiale de leurs collaborateurs, notamment avec une flexibilité des horaires, avec aussi en arrêter avec la culture du présentéisme et d'être là jusqu'à 18h parce que ça veut dire qu'on est quelqu'un d'engagé et un bon salarié. C'est vraiment prendre en compte la réalité de la vie familiale et du coup avoir des salariés qui sont plus motivés. Donc n'hésitez pas vraiment à solliciter vos dirigeants via les représentants du personnel parce qu'il y a vraiment un grand champ de réflexion qui est en train qui prend de l'ampleur en ce moment. Il y a plein de formations qui se sont saisies de ces questions, donc il y a des choses qui sont possibles en entreprise. Et pour s'appuyer, pour donner des pistes de réflexion, il y a l'Observatoire de la qualité de la vie au travail qui a lancé depuis 2008, en lien avec le ministère du Travail, la charte de la parentalité en entreprise. Et c'est vraiment quelque chose qui est bien fait et qui permet d'avoir des lignes directrices et en fait de se rendre compte qu'il y a déjà beaucoup d'entreprises qui font des pas en avant sur cette question-là. Ludo, on va passer à ton témoignage, toi, autour de l'arrivée de ton petit garçon. Toi, tu avais imaginé des choses, tu avais désiré cet enfant, tu avais imaginé beaucoup de bonheur à l'idée d'être papa. Et puis finalement, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter ? Ouais, nous, c'était un désir là, qu'on avait avec ma femme depuis plusieurs années. Et en fait, sans que je puisse me l'expliquer à l'époque, au moment même, je crois, où ma femme est tombée enceinte, je sais pas, il y a un truc qui a commencé à chahuter un peu à l'intérieur. Et quand il est né, ça s'est effondré complètement. J'étais dans un état d'angoisse monstrueux en permanence. Et du coup, ça a été vraiment, j'ai vécu 1 an et demi très difficile. Et du coup, moi, je pensais que c'était le bonheur absolu d'avoir un enfant, mais moi, j'ai développé une angoisse XXL à son arrivée, qui était un truc complètement démesuré, disproportionné. Et du coup, la notion de plaisir était quasiment complètement annihilée en fait par ça. Et il a fallu vraiment du temps pour réussir à comprendre. Et je me suis fait aider d'une psychologue là pour réussir à comprendre d'où ça venait, parce qu'on a tous le droit de s'inquiéter pour son enfant et de vouloir protéger, vouloir son bien. Mais là, et du coup, finalement, c'est que ça a réveillé plein de trucs d'enfance en fait, plein de blessures d'enfance là qui ont sonné à l'intérieur d'un coup. Et du coup, il a fallu prendre le temps de comprendre tout ça pour ensuite switcher et retrouver tout le plaisir normal avec mon fils. Et ce que tu disais, c'est que souvent, ça peut être vécu par un des deux parents, par les deux parents, cette angoisse et cet écart entre ce qu'on imagine et ce qu'on va ressentir et ce qu'on ressent vraiment, sur notamment l'attachement, des fois qui ne vient pas tout de suite et tout. Et c'est aussi ce qui peut créer beaucoup de tension dans le couple. Et toi, comment vous avez réussi justement avec ta compagne à traverser cette tourmente un petit peu ? Sur quoi vous vous êtes appuyés tous les deux pour vous soutenir, quoi ? Je crois que la clé, on va être super cliché, super bateau, mais c'était l'amour entre les deux et la complicité et l'écoute, et que finalement elle, du coup, c'était son deuxième, et que du coup, elle a juste secondé au maximum tous les trucs où moi j'arrivais pas à être présent. D'une part du fait du handicap, parce que du coup je suis en fauteuil, donc il y a plein de choses de 0 à 2 ans où moi je suis pas capable, parce que le porter, le soulever, tout ça, je pouvais pas le faire. Donc elle a eu une charge, elle, de travail encore plus conséquente.
parce qu'il y a plein de choses que moi j'aurais voulu faire mais que je ne pouvais pas faire. Et puis non, il y a eu beaucoup d'échanges, de discussions, et puis voilà. Puis au moment où moi j'ai commencé à remonter la pente, et ben du coup j'ai pu m'en occuper un peu plus et puis un peu plus. Donc en gros, nous globalement, je pense que quasiment de 0 à 2 ans, ça a été quasiment exclusivement ma femme, et pour des raisons techniques et pour moi aussi un état émotionnel qui n'était pas du tout en phase. Et puis après du coup ça switchait, elle a repris le boulot, et moi là je m'en suis occupé à plein temps. De Zach, qui était ma volonté initiale, hein, de pouvoir passer un maximum de temps avec lui. Et donc voilà, et puis là depuis maintenant, et vu qu'elle a repris ses études là, et que ça lui prend en moyenne 10 heures par jour, Ouais. du coup, c'est moi qui m'occupe à temps plein des enfants, et c'est un plaisir absolu là. Ouais, je pense que moi, ce que je trouve intéressant dans ce témoignage, c'est assumer, pas avoir honte d'avoir des sentiments négatifs ou ambivalents par rapport à son enfant quand il naît. Et aussi se dire que tout n'est pas figé. C'est pas parce que là, on se sent pas bien qu'on va pas réussir à changer d'état émotionnel. Et c'est pas parce qu'on n'est pas là dans les premières années qu'on pourra pas être présent à un autre moment. Mais vraiment, là, ce que tu décris, c'est aussi que c'est un ajustement au niveau du couple, et il faut de la confiance, il faut de la communication, il faut de la complicité pour que ça, ce soit possible. Je relisais les chiffres quand même qui sont assez affligeants. Je crois qu'il y a 30% de couples qui se séparent avant la première année de l'enfant, quoi. Donc c'est vraiment, faut vraiment pas prendre ça à la légère, l'arrivée d'un enfant, et se dire que c'est quand même quelque chose qui peut vraiment ébranler à la fois personnellement et à la fois au niveau du couple. Ok. Donc pour poursuivre sur notre échange, on va passer à une autre thématique qui est beaucoup revenue dans les témoignages de papa, c'est le lien notamment avec les professionnels de santé. Et cette façon un peu d'avoir l'impression que quand la maman est enceinte et quand le bébé arrive, il y en a beaucoup pour le bébé, il y en a beaucoup pour la maman. Et puis soi-même, en tant que papa, où on se pose, quoi. Et on va écouter Tony, que j'ai enregistré hier au téléphone et qui explique ça très bien. On arrivait pour un monitoring, je crois. Donc la soignante nous salue et nous dit suivez-moi, c'est par là. Donc on la suit, et arrivée devant la porte, elle me passe devant et elle referme la porte, en fait. Donc j'ai dû frapper à la porte pour qu'elle m'ouvre et lui dire en fait j'étais là. Pour moi c'est assez représentatif effectivement, en tout cas d'un sentiment général moi que j'ai eu, que ce soit pour les échographies, la préparation à l'accouchement. Moi mon ressenti c'est que le papa, le futur papa en tout cas, vraiment occupe une place secondaire. En tout cas nous, je sais que pour après en avoir parlé avec d'autres papas, c'est un sentiment qui est assez partagé, de se dire voilà, la grossesse c'est avant tout la maman qu'on va préparer, qu'on va briefer, à qui on d'ailleurs parfois c'est même trop, hein. Moi je trouve que sur certaines futures mamans on leur met une pression de malade. On leur fait bien comprendre que c'est leur responsabilité, que ce soit au niveau des soins, de la diététique, de l'éducation, du sommeil, etc., etc. On leur donne un maximum d'informations qu'elles n'ont pas forcément demandé d'ailleurs, puis derrière sous-entendu la responsabilité qui va avec. Le papa, on va plutôt avoir tendance à lui donner un rôle secondaire, voire l'infantiliser dans certains cas. J'ai été quand même assez surpris que dans ce milieu-là médical professionnel, il n'y ait pas une volonté plus affichée justement d'impliquer plus les papas, de manière à peut-être faire changer les mentalités. On pourrait même peut-être limite préparer aussi les deux parents avant l'arrivée de l'enfant à ces gestes-là. Et ce que tu disais, toi, ce que tu avais remarqué, c'était que ce petit écart d'avance que prend la maman, notamment quand elle est à la maternité, où on lui montre comment faire prendre un bain, comment changer une couche, comment laver le nez en général. Et ce petit écart-là, ça la met tout de suite elle en position d'experte. Et c'est à elle ensuite de t'apprendre. Et du coup, il y a un écart qui se crée à ce moment-là, et que tu disais qu'il est difficile à rattraper en fait. Quand elle a eu droit à ces explications-là, j'étais au travail. Donc forcément, après on fait comme on peut, quoi. Mais effectivement, sur les premières semaines, on arrive à la maison avec une maman qui est fatiguée, donc potentiellement irritable, qui se retrouve à devoir nous expliquer des gestes un petit peu techniques, qui va derrière, effectivement, traiter le papa un peu comme son apprenti ou son subalterne. Et ça, dans le couple, je suis pas sûr que ce soit un rapport très très simple. Donc voilà, je pense que il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce témoignage. Je sais que Pablo, tu voulais réagir, toi, par rapport notamment à l'accouchement à domicile que toi, tu as pu faire pour tes deux filles.
Oui, voilà, ouais, je voulais dire un petit mot. C'est que moi, au départ, j'étais pas du tout pour l'accouchement à domicile. J'étais, comme certains peuvent l'être, assez angoissé par l'étape que ça représente, l'accouchement en lui-même. Et ce qui m'a convaincu justement d'aller vers l'accouchement à domicile, c'était que dès le départ, en fait, dans les rencontres avec les sages-femmes qui encadraient ce genre de choses, le papa était vraiment plus inclus comme une partie de l'équipe. C'est-à-dire, la sage-femme, elle prenait en charge l'arrivée de l'enfant, elle préparait l'arrivée de l'enfant avec l'équipe père et mère. Et donc, j'avais remarqué la différence justement avec ce qui se passait lorsqu'on faisait des examens médicaux en clinique ou à l'hôpital, où là, il y avait directement un lien différent où on était un vrai interlocuteur. Du coup, c'est ce qui fait que j'ai choisi ça et que ça s'est effectivement passé comme ça. D'accord. Moi, ça me fait rebondir sur cette question de l'accouchement. Donc, on peut bien sûr accoucher de façon traditionnelle à l'hôpital ou en clinique. On peut accoucher à domicile, mais c'est plus rare et il y a peu de sages-femmes qui prennent le risque parce que les assurances coûtent très cher. Mais il y a un peu en entre-deux maintenant, notamment sur Grenoble, qui s'appelle les maisons de naissance, où on fait un accouchement physiologique. Ça veut dire qu'il n'est pas accompagné au niveau médical, mais qui permet d'avoir quelqu'un, d'avoir une sage-femme tout au long du travail et de l'accouchement, en fait. Et qui prend, comme tu dis, mieux en compte justement le couple parental. Et pour rebondir là-dessus, toujours sur ce rapport des 1000 jours, donc qui va orienter les politiques publiques à venir, il parle vraiment de la préparation à la naissance et à la parentalité, en fait. Et il souligne vraiment que quand on y participe en couple, ça permet plein d'ajustements autour du projet parental. Et en ce moment, là, en faisant mes recherches, j'ai remarqué qu'il y a vraiment beaucoup d'ateliers de formation qui se développent pour préparer et former les futurs pères. Et surtout, le grand mérite de ces ateliers, c'est de se dire, en fait, c'est des compétences qui s'acquièrent. Ça n'a rien à voir avec l'instinct, ça n'a rien à voir avec la nature et ça n'a rien à voir avec ton genre. Et on apprend les gestes du quotidien, le rythme de sommeil, l'alimentation, l'analyse des pleurs. Et moi, je trouve que c'est super intéressant. Donc, pour l'instant, ça se fait dans le privé. On espère qu'au niveau public, ils vont développer ça, mais ça paraît évident qu'impliquer les deux parents dès avant la naissance. Et ce qu'il disait aussi Tony, c'est complètement fou, que c'est à la maternité qu'on montre les gestes techniques. Et si le papa est parti travailler, ben voilà, plof, quoi. Et quand c'est la maman, c'est plus pareil. Paul, tu peux compléter le témoignage de Tony avec ce rapport aux soignants. Je sais que toi, tu as eu une expérience avec une médecin de la PMI, notamment lors du premier rendez-vous. Donc la PMI, c'est la protection maternelle et infantile. Donc vous étiez avec ta compagne et votre petite fille et toi. Et il s'est passé quoi? Ah, bah c'était super. On arrive au premier rendez-vous de la PMI et non, le témoignage de Tony fait complètement résonance. C'est qu'on est dans le bureau de la médecin et tout au long de l'entretien avec elle, elle n'a fait que parler et dialoguer avec Cécile, ma compagne, et je n'ai même pas eu le droit à un regard. Enfin, alors qu'elle savait. C'était assez incroyable, hein, donc ça m'a, j'étais un peu abasourdi. Hein, alors à savoir qu'on lui avait bien dit, alors peut-être que c'était Cécile ou moi, non, c'était moi, je crois. Me souvenir que j'allais prendre un congé parental de temps de temps. Et malgré ça, elle n'a fait que s'adresser à ma compagne. Voilà, j'étais très étonné. Ça ne s'est pas reproduit après avec d'autres personnes du corps médical, ou en tout cas en travaillant en lien avec la parentalité ou le domaine de l'enfance. Mais c'est vrai que tu ressens souvent, régulièrement, une attention plus particulière portée à la mère. Alors, est-ce que c'est normal? J'en sais rien. Je pense que ça fait partie pas mal encore de nos représentations sociales, là, hein, et notre organisation qu'on peut avoir. Voilà, mais vraiment, ce premier rendez-vous, ouais, m'avait, je pense, choqué, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Et toujours ce rapport des 1000 jours qui dit que dès qu'on se met dans un rapport d'équipe, de travail d'équipe, c'est ce que tu disais, Pablo, de coéquipe, de complémentarité, il y a vraiment des bénéfices pour l'enfant. Et ce qu'ils disent aussi, c'est que c'est important en tant que parent de passer des temps aussi seul avec son enfant, par exemple toute une journée, où il n'y aura pas l'autre pour dire quoi faire, comment faire, pour répondre avant. Comme ça, on fait des erreurs et on apprend. Donc, et cette dynamique de coéquipe, ils disent que c'est aussi une façon de prévenir tout ce qu'on appelle le burn-out parental et voire la dépression postpartum chez
chez la maman. Donc vraiment, voilà, si on est deux, c'est quand même vachement plus simple, quoi. Eh ben Flo, j'interviens pour pas grand-chose, juste pour dire qu'on allait faire une petite pause musicale, si tu es d'accord. Si nos invités sont d'accord aussi en Skype, je vous rappelle que vous êtes dans l'émission Part en live, consacrée aujourd'hui dans ce numéro 9 à être papa aujourd'hui. Et on en parle donc avec 3 invités par Skype, 100% numérique cette émission, Flo, bien sûr, vu les conditions. On essaye de faire au mieux. On se retrouve juste après une petite pause musicale avec une 3e thématique à aborder. Voilà, on vous l'a dit pour que vous restiez accrochés à nous. Pourquoi et avec qui on parle de parentalité et d'éducation. On revient juste après un petit son de Maës dans l'émission Part en live. Yes, on est de retour à l'instant, donc c'était Maës avec son titre prioritaire. On était dans le thème de l'émission qui est consacrée aujourd'hui, je vous rappelle, à être papa aujourd'hui. Part en live numéro 9, toujours avec Florence, bien Salut. Sûr. Ça va toujours. Super. On reprend le fil un peu dans notre émission. Florence, si tu veux bien, avec la 3e thématique dont je parlais juste avant la pause musicale, c'était pourquoi et avec qui on parle de parentalité et d'éducation. Et ouais, c'est Ludo qui va intervenir sur cette question-là. Toi, tu as parler d'éducation, parler de parentalité, c'est quelque chose que tu fais facilement et pas forcément avec des gens qui ont le même point de vue que toi. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît ? Ouais, comme dans n'importe quel domaine, en fait, l'échange est plutôt un truc qui va servir de ressource. Et puis j'ai pas de souci en fait à échanger avec ce par quoi je suis passé. Et voilà, mais du coup, notamment grâce à tout ce travail avec avec la psy, hein, clairement, voilà, on peut pas être excellent tout le temps. Et puis c'est aussi bien d'en être pour soi, et puis du coup d'en parler aux autres. Ça peut aussi permettre de déverrouiller un peu de 3 trucs aussi chez les autres. Donc nous, on est un groupe de potes là qui date du lycée. On est 3 potes maintenant avec femme-enfant, et puis très tôt, il y en a un qui est un couple qui est devenu parent, après l'autre, et puis nous en dernier. Et voilà, très 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 tôt, on a pu discuter de comment ça se passe, et puis des moments où tu as envie de les jeter par la fenêtre, et puis des moments où tu as envie d'aller les réveiller pour pouvoir leur faire des câlins. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en fait dans les échanges, il n'y a pas de jugement en fait, c'est que chacun a sa manière de faire, chacun a sa manière de voir. Et voilà, je vois notamment à un moment donné sur la question de la fessée par exemple. J'ai pas de souci moi à exposer ma vision du truc qui est de dire je suis fondamentalement contre ça. Et pourtant moi j'ai un pote lui avec ses enfants qui du coup quand ça se passe pas très bien, du coup qui peut être amené à mettre des fessées. Et voilà, et personne ne se sent agressé par l'avis de l'autre. Et puis finalement, ça permet d'aller piocher. Et puis ouais, se rendre compte que bon, il y a peut-être dans certaines situations où il faudrait que je fasse peut-être un peu comme ça. Voilà, ça donne juste une ouverture. Et chacun vient prendre ce qu'il veut au milieu de cet échange. Et personne n'est là pour convaincre les autres en fait. C'est ça la clé, c'est qu'on n'a personne à convaincre et juste à échanger là-dessus. Ouais, moi, il y avait la grand-mère d'une copine qui disait tout le temps ça. Il y avait la règle des 3 C en parentalité. Pas de conseils, pas de critiques, pas de commentaires. Je trouvais que c'était assez vrai au final. Ça marche bien. Et donc merci Ludo, ça c'est pour l'idée de pouvoir en discuter avec les amis et pouvoir s'échanger des points de vue et puis se rendre compte que même si on fait pas pareil, c'est quand même valable et pas se juger aussi. Et toi Paul, par rapport à cet échange autour de l'éducation, autour de la parentalité, vu le parcours que vous avez eu pour avoir votre petite fille, à savoir que vous êtes passé par la PMA, une procréation médicalement assistée, ça a été plutôt douloureux, toi, ces questions la question de la parentalité, la question de l'éducation. Et du coup, pour toi, l'intérêt dans ce genre d'échange avec les gens, c'est toujours de prendre des précautions. Ouais, alors c'est le parcours qui a été douloureux. Hein. C'est vrai qu'on a eu... Moi, j'ai toujours eu un désir d'enfant. J'ai pas de problème à en parler. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Ludo. C'est super aussi la manière dont on parle, parce que je pense que de pouvoir en parler comme ça permet à d'autres qui sont peut-être un peu renfermés de voir qu'ils sont pas les seuls à être dans des situations un peu compliquées. Non, moi, j'ai pas de problème à en parler. Je crois qu'on peut parler de ces sujets avec tout le monde, mais je crois que c'est et ça, c'est dû au parcours un peu compliqué que j'ai eu pour avoir Adèle. Je crois qu'il faut faire très attention à la manière dont on en parle.
En tout cas, bon, je vais donner des exemples concrets. Hein. Nous, donc on a eu un parcours de 2 ans et demi en PMA, avec cette éventualité d'impossibilité d'avoir un enfant. Et moi, avec ce désir fort d'enfant, ça a été très, 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 très douloureux. Je me suis coupé de pas mal de gens dans mon entourage, dans la famille aussi, parce que même si c'était pas conscient, une petite maladresse, qui se répètent, des mots un peu travers. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour avoir un enfant? Alors, qu'est-ce qui se passe? Dis donc, l'horloge biologique. Enfin, des réflexions comme ça qui peuvent paraître anodines, mais qui en fait ont des conséquences assez énormes, en tout cas, que ce soit pour notre expérience à Cécile et moi. Il y a eu des moments très douloureux. Ouais. Et puis encore après, aujourd'hui on a une fille, on est super content d'avoir une fille. On n'aurait pas dit non à avoir un autre enfant. Voilà, bon, les choses sont faites ainsi, mais encore aujourd'hui, on me demande, alors qu'est-ce que vous faites et vous en êtes où pour le deuxième? J'ai envie de te dire, mais connard, en fait, c'est pas possible. Donc, c'est des questions qui sont très intimes. Et il y a des personnes qui ont une facilité à en parler, ou en tout cas à venir vers les autres pour aller parler de quelque chose qui touche vraiment, qui est vraiment de l'ordre de l'intime. Et moi, ça me surprend. En tout cas, aujourd'hui, je fais attention, quelle que soit la personne, non pas de savoir le parcours, où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'elle en est par rapport à la question de la parentalité, mais avoir en tête que c'est pas rien d'en parler, et qu'il faut, moi en tout cas, je fais attention de la manière dont je peux en parler. Ouais. Que je vais pas être frontal sur quand je croise une personne dont je sais qu'elle n'a pas d'enfant. Je vais pas lui dire, alors qu'est-ce que tu fous là, 35 ans, c'est bon, faut que tu t'y mettes, quoi. Vraiment, c'est violent, ça peut être violent. Voilà. Ouais. Donc je fais attention, j'en parle avec tout le monde, j'ai pas de problème pour en parler, mais je fais attention. Ouais, je pense que c'est bien de toute façon de prendre de repérer les endroits où c'est safe d'en parler, et de repérer aussi que un enfant, ça va pas toujours de soi, c'est pas toujours un papa et une maman, c'est pas, se dire que la parentalité, elle est plurielle et que l'expérience, elle est unique par contre, et toujours prendre en compte ça. Pour conclure sur ce sujet-là, on va écouter Franck, qui lui avait un gros besoin de parler de ça, notamment avec ses parents. Et puis, on va écouter ce qui s'est passé. J'ai envie de déposer un petit peu les choses, d'en parler un peu aux gens qui veulent bien écouter, ce qu'on peut vivre au quotidien, les problèmes éducatifs qu'on peut rencontrer avec nos enfants, la fatigue qu'on peut avoir, les difficultés d'organisation, enfin tout ce qui gravite autour de la vie de famille finalement. C'est, pour moi en tout cas, c'est le besoin de déposer ça, de partager, pour qu'en face, il n'y ait pas forcément de jugement, juste quelqu'un qui écoute, quelque chose de bienveillant. À la famille proche déjà, moi en tout cas c'est les personnes vers qui j'ai été assez rapidement, et puis finalement ça a été quand même un échec, je crois qu'on peut appeler ça comme ça. En fait voilà, la famille proche ont rapidement été dans le jugement, dans il faudrait il faut que, vous devriez, si j'étais vous, nous à notre époque, dans le temps ça se faisait pas, voilà. Donc c'est pas particulièrement aidant en fait. C'est-à-dire que quand on a la tête un peu dans l'eau, là du coup on nous l'enfonce encore un peu plus. Donc il a fallu faire le deuil un petit peu de ça, parce que souvent on a envie d'aller vers ses parents pour être soutien, et là pour le coup c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Aïe aïe aïe. Ouais. Je te disais en antenne, Flo, j'ai l'impression que ça arrive à tout le monde, ça, avec la famille en fait. Après chacun essaye de le prendre ou pas différemment, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est commun à tout le monde, quoi. À un moment, les conseils de famille proches. Conseils non sollicités, on appelle ça, ouais. Ouais. Toi, ça t'est arrivé aussi, je pense, j'imagine. Ouais, à fond. Et c'est super chiant. L'important,
quand même, c'est de se dire que c'est hyper important de parler d'éducation, de parler de parentalité. Donc, dans le service public, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il y a des lieux de rencontre, des lieux de ressources qui sont dédiés au soutien à la parentalité. Sur Grenoble, il y a la Cité des Familles, qui est située proche du Jardin de Ville, où il y a plein d'ateliers qui sont faits en direction des parents. Plus généralement aussi, on peut se tourner vers la PMI, la prévention maternelle et infantile, où on peut rencontrer une infirmière puéricultrice si on a des questions, et le médecin également. Il y a aussi tous les centres sociaux via les référents familles, qui sont des personnes au sein des centres sociaux, des maisons des habitants, qui sont là pour proposer des actions de soutien à la parentalité, mais aussi pour mettre en place des choses avec des habitants qui font des propositions. Donc si jamais vous avez envie de vous réunir entre pairs, si vous avez envie de lancer des ateliers sur les gestes techniques quand on accueille un nouveau-né, on peut en parler donc aux référents familles des centres sociaux. Il y a aussi ce qu'on appelle les lieux d'accueil enfants-parents. C'est des endroits où on vient avec son enfant et on peut jouer, on peut rencontrer d'autres parents et on peut aussi bénéficier de l'écoute de professionnels qui sont là pour ça. Et dans certaines maternités aussi, ils se tiennent à disposition pour répondre aux questions des parents lors du premier mois. Et puis, bien évidemment, il y a les sages-femmes libérales donc, qui peuvent accompagner pendant la grossesse et aussi des points d'appui juste après. Mais en tout cas, il ne faut vraiment, vraiment pas se priver de sortir, d'aller frapper à des portes et de demander du soutien et de l'aide quand on ne le trouve pas là où on aurait aimé ou quand on en a besoin, tout simplement, en fait. Oui, pas dans le premier cercle, forcément, famille proche ou amis proches. Ouais. Ça peut faire du bien, ouais, c'est vrai. Carrément. Ok, et ben on poursuit, Greg, sur comment on se construit en tant que parent. Et par rapport à l'éducation qu'on a reçue, par rapport aux parents qu'on a envie d'être. Et moi, il y a un petit chiffre qui m'a étonnée, que j'ai lu qui est suite à une enquête de l'UNAF qui a été faite en 2016 et qui dit qu'en fait, qu'il y a 86% des pères qui déclarent donner une éducation qui est différente de celle qu'ils ont reçue. Donc voilà, moi je trouve que c'est un chiffre intéressant, c'est dire qu'on a quand même tendance à se décaler de ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, mais pas que, et parfois on n'a pas toujours le choix. On va écouter Tira qui devrait être au téléphone a priori. Salut Tira. Oui, bonjour. Salut. Ça va ? Donc ça va. Ouais, toi, t'es papa de 3 garçons, un grand garçon d'une première union qui a 17 ans, si je ne me trompe pas, et 2 petits garçons avec ta compagne actuelle qui ont 7 et 4 ans. Voilà, et plus celui de mon épouse qu'on a élevé jusqu'à l'âge de ses 21 ans. Exact. Et qui est parti, donc c'est vrai que voilà, j'ai eu 4 garçons à la maison. D'accord. Et toi, par rapport à ta culture d'origine, donc tu viens de la Thaïlande. Et du coup, tu t'es, en tant que papa, tu t'es un peu opposé à ce que toi, tu avais reçu comme éducation quand tu étais enfant. C'est ce que tu m'avais expliqué. Alors, opposé, je dirais pas opposé, mais plutôt j'ai comblé certains manques. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, dans la communauté asiatique, pour beaucoup, on est élevé en fait un petit peu dans la pudeur. Donc dans la pudeur des sentiments, la pudeur au niveau des gestes, etc. Donc ce que les gens souvent prennent pour la discrétion, c'est plus une question de pudeur. Et c'est vrai que voilà, c'est très rare qu'on ait notre père, donc parfois même les mères qui nous disent je t'aime, qui nous prennent dans les bras. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont très très rares chez nous. Et c'est vrai que du coup moi je suis moi j'ai décidé en fait en grandissant de écoute, tout ce que j'ai manqué quand j'étais gamin, j'avais envie de le donner à mes enfants. D'accord. Et tu disais notamment par rapport aux punitions d'expliquer ce qui se passe. Et oui. Ouais. En fait, c'est vrai que moi, après, je parle pour moi, hein, donc dans mon éducation, souvent, en fait, c'était des punitions qui étaient, la plupart du temps, qui étaient assez arbitraires. Donc parfois, on était punis, on ne savait pas pourquoi. Donc, souvent, quand on posait la question, c'était devine, tu le sais. Donc voilà, c'était. On avait l'impression que d'entrée de jeu à notre naissance ou depuis qu'on est tout petit, en fait, on nous a inculqué des règles qui sont directement ancrées et qu'on avait dû garder dans nos gènes pour toujours. Et donc c'est vrai que moi, c'était un petit peu une difficulté que j'ai eue, c'est que parfois j'étais puni de façon, pour moi, je disais que c'était une punition un peu arbitraire. Donc du coup, c'est vrai que pour mes enfants, en fait, je leur explique d'abord ce qu'ils ont fait, je leur explique les conséquences, et ensuite vient la punition. Voilà, je sais que certains font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils punissent et ensuite ils expliquent. Moi, c'est vrai que du coup, je fais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que j'explique ce qu'ils ont fait, j'explique quelles conséquences ça peut avoir et d'où justement la punition qui arrive derrière. D'accord. Et tu disais aussi par rapport à l'autorité et par rapport à la répartition de l'autorité avec ta compagne, ça se passe comment ?
Ben, en fait, nous, on est parti un petit peu sur, de toute façon, l'autorité, elle est l'une comme l'autre, enfin l'un envers l'autre. On est à égalité. C'est vrai que par contre, quand c'est mon épouse qui réprimande les enfants, j'ai tendance à ne pas intervenir pour vraiment garder cette légitimité. Et comme je dis, puis en plus, c'est un conflit entre eux, donc c'est à eux de le régler. Par contre, c'est vrai que quand ça touche d'autres choses, dans mon esprit, dans mon éducation que j'ai eue, on a tendance à se dire, la mère, elle doit être préservée par tout ce qui est conflit avec les enfants, etc. Donc on a tendance, nous, en fait, en tant que père, dans notre communauté, à avoir un petit peu et à prendre le mauvais rôle. D'accord. C'est-à-dire qu'on a tendance à être vraiment l'esprit punitif, on va dire, pour nous. Et puis la mère plutôt de l'esprit maternel qui est là pour chérir l'enfant, qui est là pour lui donner du réconfort, etc. Donc c'est quelque chose par contre qui, à l'inverse de ce que je fais habituellement, quelque chose que j'ai gardé, ancré en moi en fait de par l'éducation que j'ai eue par contre. D'accord, et merci pour ton témoignage, Tira. On Avec pourra te plaisir. retrouver dans l'exposition aussi de Magali Laroche, parce que tu as participé, à la fois en témoignant en vidéo et à la fois avec une photo où tu apparais avec tes enfants. Donc on aura l'occasion de se revoir avec Parents Live. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps depuis Montpellier de participer à l'émission. Avec grand plaisir. Merci à vous. Bye Tira, salut. Merci Tira, salut. Voilà, donc sur cette question de reproduire ou pas les schémas parentaux, l'éducation qu'on a eue, Pablo, quand on en a échangé, toi tu disais que voilà, il fallait trouver un peu la balance, qu'il y avait du bon, qu'il y avait du mauvais. Oui, c'est ça en fait. Moi, ce que j'ai réalisé sur mon fonctionnement, en tout cas, c'était que j'avais tendance au départ à reproduire instinctivement dans le père et la mère, en fait, de reproduire les rôles dont j'avais été témoin, parce que j'ai l'impression qu'on est avant tout influencé par ce qu'on a pu vivre, de bon comme de mauvais, de traumas d'enfance qu'on porte parfois inconsciemment avec nous. En tout cas, moi, je le ressentais comme ça et ça m'a ouvert les yeux de le réaliser. Donc, pour d'un côté, en fait, en être conscient et pouvoir le questionner, c'est-à-dire me demander qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme façon de vivre les événements en famille, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a permis justement de m'émanciper et de me construire, et qu'est-ce qui, au contraire, et pour moi, a changé dans ce que j'ai vécu. Mais c'était effectivement une question d'équilibre pour pas aller dans l'inverse opposé de ce qu'on a pu vivre. Et donc voilà, réaliser ça et surtout apprendre à le composer, parce que nous on arrive avec nos bagages, mais notre compagnon, notre conjointe aussi, est là avec les siens, avec lesquels elle doit aussi s'organiser et puis apprendre de ce qu'on nous apporte en composant avec les nôtres. Du coup, je trouve ça très très intéressant, quoi. Donc le terme que tu as choisi dans ta question, Florence, de se construire parent, je trouve qu'il est bien choisi, parce que c'est quelque chose qui se fait vraiment sur le long terme, et pour moi c'est une route dont je fais que les premiers pas là. Et ce que tu disais aussi dans la répartition des tâches avec ta compagne, c'est que vous ne cherchez pas forcément l'égalité, mais la fluidité plutôt, et le confort de chacun. Oui, voilà, c'était ça. Alors là, c'est un autre énorme sujet, le côté partage des tâches et de la charge mentale, parce qu'il n'y a pas que les tâches effectivement physiques, et où, oui, c'est un sujet très, très important et qui est pas mal abordé en ce moment, et où nous, on n'essayait pas de répartir à moitié chacun vraiment 50% des tâches, mais plutôt de voir sur quoi on a des affinités, et puis voir où est-ce que ça coince, où est-ce qu'il y a un des deux qui se sent débordé et qui se sent pas aidé, et à ce moment-là, de dénouer ce petit conflit-là et d'en parler pour ajuster au fil de l'eau, pour qu'il y ait vraiment chacun qui s'y retrouve sans pour autant tout couper en deux parts égales, quoi. Ouais, d'accord. Toi, Ludo, pour compléter justement cette recherche d'équilibre et cette façon de composer avec l'enfant qu'on a été et le parent qu'on aurait envie d'être, au niveau de l'éducation, toi, tu as eu un petit peu deux phases, on va dire, entre... avec ta belle-fille, puis avec l'arrivée de Zach. Ouais, complètement. Moi, avec ma belle-fille, du coup, quand je me suis mis avec ma femme, Loane avait 7 ans, et j'ai reproduit très très bêtement exactement ce que j'avais connu et vécu, un truc très très strict, très autoritaire, et puis très dur en fait.
Et puis là, du coup, il y a eu un peu l'incompréhension de ma femme, là, qui a commencé à mettre aussi un peu des limites. Mais du coup, on était un peu en affrontement, parce que pour moi, ça me paraissait tellement normal et tellement évident. C'était comme ça qu'il fallait faire. Et puis, je sais pas, un jour, il y a eu un déclic. On dit, mais oulala, pour quelle raison est-ce que je suis en train de lui gueuler dessus comme ça, là? Est-ce que si je me mets à sa place, là, 2 minutes, est-ce que vraiment c'est cohérent et constructif? Du coup, avec l'arrivée de Zach, donc ça avait commencé avec elle. Et puis vraiment, avec l'arrivée de Zach, je sais pas, il y a eu des révélations. Parce que je suis beaucoup travaillé en hypnose, en fait. Du coup, j'ai découvert l'outil qui était l'hypnose. Et voilà, ça a amené plein de choses pour moi. Et du coup, j'ai eu des espèces de flash. Oulala, mais en fait, là, tu reproduis exactement mot pour mot, mais toi, t'en penses, enfin, t'es pas du tout d'accord avec ça. Et donc, d'un seul coup, ça a switché, mais peut-être un peu trop fort, là. Et où d'un seul coup, j'arrivais plus du tout à dire non à mon fils. Ça a été l'enfer, quoi. Ça a été l'enfer. Du coup, là, je me suis perdu un peu. Et du coup, là, ma femme, toujours qui était là, en disant, ouais, j'ai laissé faire, mais je pense que là, on va un peu trop loin. Et donc, on a réajusté, recentré un peu les trucs. Et pour maintenant réussir à trouver une harmonie. Mais ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. Donc, on adapte en permanence. Et pour maintenant essayer de respecter la place de chacun, les émotions de chacun, comprendre qu'un gamin de 4 ans, il raisonne pas comme un adulte et quand il se met à hurler, c'est comme ça. C'est le feu dans sa tête et dans ses émotions. Et voilà, un adulte, il n'arrive pas à retrouver son calme en fin de journée, il rentre, il est fin énervé. Un gamin aussi, c'est pareil, voire pire, parce qu'il a encore moins de moyens de gestion. Donc voilà, donc du coup, je me suis beaucoup intéressé à ça. J'ai beaucoup lu sur tout ce qui était éducation positive et qui est en fait juste de prendre en compte que c'est un petit être et qui a son mode de fonctionnement. Et puis maintenant, ça s'est plus ou moins régulé comme ça. Mais ouais, je suis vraiment passé par les deux phases aux deux extrêmes. D'accord, très bien, merci. Se construire en tant que parent, c'est aussi parfois répondre à des injonctions de la société ou à des idéaux ou à ce qu'on projette qu'il faudrait être. Et c'est un peu le cas de Franck qu'on va écouter qui finalement dit c'est pas simple l'injonction à être un nouveau père. Voilà, moi, par exemple, sur le partage des tâches dans une famille, dans un couple, ça me paraît complètement naturel. Enfin, je vois pas comment ça peut être autrement. Et pourtant, je viens d'une culture familiale où c'était encore le patriarcat, où les hommes faisaient les travaux, réparaient les voitures, les travaux de force, toutes ces choses-là. Et les femmes étaient plutôt à la maison, s'occupaient des enfants et de l'intérieur. C'est ce que j'ai vécu en étant petit. Personnellement, je me suis toujours dit que c'était pas ce que je voulais. Pour autant, je suis un petit peu entre les deux, quoi. Ma culture familiale revient quand même un petit peu à la charge parfois, où je ressens le besoin de pas forcément tout le temps passer mon temps avec les enfants parce qu'ils sont à la maison, mais qu'il y a des choses à faire comme, je sais pas moi, entretenir la maison, entretenir les espaces dehors, entretenir les voitures, enfin bref, ce que je sais faire, ce que j'ai appris à faire. Parfois, c'est vrai que du coup, on se dit, mais Flûte, non, il faudrait être un papa qui passe plus de temps avec ses enfants, qui soit plus créatif, qui soit plus maternant. Donc en fait, j'oscille un petit peu entre les deux, et ça, c'est vrai que c'est pas toujours simple. C'est pas une position simple, quoi. De lutter contre ce qu'on nous a montré, ce qu'on nous a appris, ce qu'on aimerait faire, et ce qu'on est en capacité de pouvoir donner. Pas toujours simple, ça. Ouais. Donc, Paul nous dit qu'il va devoir partir bientôt. Donc, pas de souci, Paul. En tout cas, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant de nous quitter. Ouais, merci. Non, très intéressant. Je salue Pablo et Ludo aussi, qui sont sur des écrans interposés. Et puis, merci à Greg, à Florence. Vraiment, merci beaucoup. Très intéressant. Merci à toi, Paul. Au revoir. À bientôt. Donc ouais, on a entendu Franck qui dit que c'est pas toujours facile les injonctions de la société à être ce qu'on appelle dans le jargon les nouveaux pères, et que voilà, il faut réussir à suiter et aussi se sentir libre d'être le parent qu'on veut, avec toutes ces imperfections comme tu le rappelais, Ludo. Et on va en finir avec les témoignages et puis on va passer tranquillement à la dernière partie de l'émission, à savoir un petit temps avec Pablo, parce qu'il est illustrateur, il est créateur de BD. On espère pouvoir travailler avec lui sur des ateliers BD avec Parents Live pour que vous puissiez dessiner votre vie de famille. Et lui, il a un projet bien particulier qui nous intéresse pour cette émission parce qu'il a créé une BD
avec un autre papa qui s'appelle Laurent et qui a été financé par une campagne participative Ulule. Et cette BD, ça s'appelle Être papa. Et il y a un sous-titre, je crois aussi, Pablo, tu pourras le préciser. Pourquoi tu as eu envie de parler de la parentalité et d'en faire une BD? Et du point de vue des papas, surtout. Oui, alors merci d'aborder ce sujet. En fait, j'ai toujours eu l'habitude de raconter un petit peu mes vécus, bons comme mauvais, sous forme de dessin. Et j'ai un copain qui dessine aussi. On s'est rendu compte qu'on avait vécu des expériences un peu voisines, dans le sens où, à l'arrivée de notre premier enfant, on se sentait pas du tout préparé. Et donc, ça s'est quand même très bien passé dans les deux cas, même si ça a été des arrivées différentes. Et on voulait profiter d'avoir la chance de pouvoir dessiner pour passer ce message-là à tous les pères en devenir ou jeunes pères. Le message qui est de se faire confiance, en fait. Et un message qui serait plutôt de bienveillance et il n'y a pas de recette magique pour être un parent parfait. C'est impossible d'être un parent parfait et que tout est basé sur une sorte de confiance en soi. Enfin, en tout cas, nous, on croit en ça. Comme on en avait discuté, Florence, c'est vrai que même si on n'est pas forcément préparé, on peut avoir cette envie de se préparer, même si c'est après la naissance, d'apprendre plein de choses. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir en nous, quoi. Donc la BD est venue de cette envie de transmettre ce message. On ne sera pas forcément prêt, mais on sera prêt à apprendre. C'est ça que tu veux dire, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. D'accord. Et je crois qu'il y a dans cette BD qu'on peut acheter sur le site êtrepapabd.com, il y a une planche tout particulièrement que tu affectionnes. Est-ce que tu peux nous dire c'est laquelle ? Oui, en fait, c'est une planche que j'ai dessinée sur la transmission de l'amour, en fait. Dans le sens, elle venait d'un ressenti bizarre. Quand on devient parent, c'est assez convenu qu'on va ressentir de l'amour et des choses fortes pour nos enfants. Même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément automatique et qui a pour chacun vécu à une échelle différente. C'est convenu qu'on va ressentir de l'amour. Et moi, je ne m'attendais pas à ressentir aussi beaucoup d'amour en retour. C'est-à-dire, peut-être pas dès le début quand les enfants naissent, mais un peu plus tard, c'est un apport énorme qui nous revient et auquel on n'est pas forcément préparé. Donc j'ai fait une planche pour exprimer ça de manière visuelle. Et même si c'est un peu, ça peut paraître un peu guimauve pour certains, du coup, c'est une planche qui a bien parlé aux gens autour de nous. Donc on était très contents que ça marche. Ah c'est super. Et du coup, il y a un volume 2 qui est prévu parce que vos enfants ils grandissent, que vous avez encore plein de choses à raconter. Donc ce projet, il est un peu en stand-by, c'est ça, mais il devrait voir le jour quand même d'ici un moment. Oui, en fait, c'est toujours quelque chose qui nous anime parce que nos enfants grandissent et qu'il y a toujours des nouvelles choses à apprendre et à expérimenter, des expériences heureuses comme malheureuses, rigolotes. Et puis, donc on a beaucoup de choses encore à raconter et ce qui se prépare. Et en attendant, on travaille encore sur d'autres projets. Moi, je suis toujours sur cette idée de transmission. Et là, je fais une autre bande dessinée en ce moment même qui s'appelle La Fabrique et qui transmet l'idée que des jours heureux peuvent venir et qui transmet ses envies de réflexion sur un monde peut-être différent, où on serait moins dépendant des objets qui nous entourent, un monde où on privilégierait un petit peu plus les transmissions de savoir-faire. Donc c'est né aussi de l'envie de transmettre peut-être à nos enfants des récits d'idéaux différents de ceux qu'on a peut-être reçus nous. Ouais, et on en a bien besoin de nouveaux scénarios, d'objectifs, d'utopie réaliste en tout cas en ce moment. C'est clair. C'est ça. Complètement d'accord. Eh ben merci Pablo, merci Ludo. On va clore cette émission. On aurait eu encore plein de choses à se dire. Les papas solos, les papas en garde alternée, on pense à vous. On espère pouvoir faire une émission sur votre vécu. Mais en tout cas, n'hésitez pas à réagir, à nous écrire et à commenter ce qui s'est dit, et à compléter ce qui s'est dit pendant cette émission, parce que c'est super important de faire entendre la parole des parents et la parole des papas. Puis ça y est, c'est officiel, Florence ? Et ouais, depuis dimanche soir. Depuis dimanche soir, attention, on n'arrête pas le progrès en 2020. Part en live et sur Facebook, tiens donc. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est fou. Hein. C'est fou quand même. Chaque semaine, il y aura des vidéos et des ressources créées par les parents pour rire, réfléchir sur les grands thèmes de la vie de famille. Donc, allez liker et partager la page Part en live sur Facebook. Ouais, nous, on se retrouve le 9 décembre et on aura une émission un peu spéciale qui est préparée en collaboration avec l'association Répit.
Donc c'est une association qui accompagne des enfants en prison pour maintenir le lien avec leur parent qui est incarcéré. Donc on va entendre des enfants et des parents qui ont bénéficié de ce dispositif et aussi des bénévoles qui assurent ce service-là. Donc ce sera sur ce même modèle avec du 100% numérique qui franchement fonctionne. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire pour commenter et compléter les témoignages de papa et à parler de l'émission autour de vous. Elle sera en ligne sur parentslive.fr, rubrique podcast, dès la semaine prochaine. Tous les liens cités seront détaillés dans le descriptif de l'épisode. Et on a besoin de vous parce qu'on lance la saison 2 à partir du mois de janvier. Et on a besoin de vos idées, de votre motivation et pour lancer les thématiques qu'on va aborder. Et surtout pour venir prendre le micro pendant le live et dire tout haut ce qu'on vit tout bas. À très bientôt. À très bientôt. Salut tout le monde.